Donc, comment j'ai préparé la présentation? Dans un premier temps, je vais essayer de clarifier ce que j'entends, ou en tout cas les éléments de contexte pour arriver à évaluer le degré de responsabilité des solutions qui sont fondées sur l'IA numérique. Donc, je vais parler d'un projet en chantier qui va me permettre de partager à cette étape-ci certains faits saillants de notre recension des cadres et outils qui tentent d'appliquer la responsabilité dans le numéria. Je vais vous donner, esquisser l'outil qu'on est en train de développer. Puis dans un troisième temps, j'ai voulu introduire des éléments un peu plus larges qui nous permettaient de faire le lien avec la thématique du colloque aujourd'hui. Donc, comment on peut passer d'un outil d'évaluation à des stratégies plus larges de gouvernance et donc s'attaquer à l'industrie et à viser à la rendre plus responsable. Donc, vous le savez sans doute, là, depuis quelques années, les principes pour une IA responsable abondent. Puis c'est vrai du côté des universités, mais également du secteur privé qui a développé plusieurs éléments de principes. On a aussi accès en ce moment à plusieurs synthèses de ces principes-là, en commençant par les travaux de Jobin où on s'est intéressé à des littératures grises. Il y a également l'infographie à droite est tirée d'une analyse des catégories qui rejoignaient 32 enjeux, 32 jeux de principes. Il y a également Morley qui a fait plusieurs synthèses de la littérature assez utiles, dont une spécifique à la santé. Puis on voit également des initiatives tenter de clarifier, prioriser ce qu'on appelle AI for Social Good, donc une IA qui est dirigée vers le bien commun. Puis notre projet qui a été financé par l'Obvia a pour titre adapter l'outil IRS au numéria en santé. Donc, c'est deux termes que je vais décrire dans quelques minutes, mais notre premier objectif, c'est d'effectuer une analyse des cadres et des outils qui visent à mettre en pratique la responsabilité. Donc, qui tente de passer des principes vers quelque chose de plus opérationnel. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura ces principes-là, on va l'intégrer à l'outil d'innovation responsable en santé, l'outil IRS. Puis, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, valider les construits par un processus de type Delphi. Puis, dans un deuxième temps, évaluer la fiabilité de l'outil en l'appliquant à un échantillon. Donc, IRS, d'où ça vient? Ben, depuis 2015, mon équipe de recherche Infieri travaille à définir puis clarifier ce qu'est l'innovation responsable en santé. Donc, selon les travaux qu'on a menés jusqu'à maintenant, l'IRS consiste en un effort collaboratif qui va être empreint de tension, mais un effort dans lequel plusieurs parties prenantes vont s'engager dans un premier temps à clarifier, dans un second temps à rencontrer un ensemble de principes, de valeurs et d'exigences qui se déclinent sur les plans éthiques, économiques, sociaux et environnementaux. Puis, ces principes s'appliquent au moment de la conception, du financement, de la production, de la distribution, de l'utilisation, mais aussi de la mise au rentable de solutions socio-techniques. Donc ici, là, on a plusieurs verbes de façon à capter l'ensemble des parties prenantes qui sont liées aux différentes étapes du cycle de vie de l'innovation. Et l'objectif est de répondre aux besoins et aux défis des systèmes de santé de manière pérenne. Donc, on s'est inspiré sur le plan théorique très largement du courant Responsible Research and Innovation, qui est un courant européen, dans lequel on a fait la promotion notamment de 4 processus. Anticiper, faire preuve de réflexivité, être inclusif dans nos processus d'innovation, puis également sur le plan réglementaire, d'être capable de réactivité. Donc, nous, on s'est inspiré, on intègre ces 4 processus-là, mais on a également réfléchi à des caractéristiques tangibles, c'est-à-dire que les processus ne sont pas suffisants pour que les résultats soient responsables. Donc, on a clarifié des caractéristiques de produits, puis on a également intégré des préoccupations liées à l'entreprise, l'organisation qui rend disponible l'innovation, parce que, évidemment, l'entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou non, va moduler le degré de responsabilité à la fois des processus et des produits. Donc, notre outil IRS vise à rendre très tangible et mesurable
9 attributs de responsabilité qui se déclinent sous 5 domaines de valeur. Donc, pour la santé des populations, on se préoccupe dans un premier temps de pertinence sanitaire. C'est quoi le fardeau de morbidité que l'innovation tente de résoudre? Ensuite, on s'intéresse à est-ce qu'il y a des moyens en place pour atténuer les aspects éthiques, juridiques et sociaux qui sont mis en œuvre. Ensuite, on s'intéresse aussi au rôle de l'innovation sur les inégalités. Est-ce qu'elle va les réduire ou les accroître? Du côté des systèmes de santé, on se demande s'il y a eu inclusivité, donc pas uniquement auprès des gestionnaires puis des professionnels des grands établissements de santé, mais aussi aux professionnels de première ligne, aux travailleurs sociaux, à l'ensemble des personnes qui sont mobilisées par la santé. On se demande s'il y a une réactivité. Donc ici, est-ce que l'innovation s'attaque à un défi ou un problème du système de santé jugé important? On s'intéresse aussi à la question de où et par qui l'innovation va être utilisée. Donc, quel est le niveau et l'intensité des soins? Est-ce que c'est seulement disponible en grand centre urbain ou bien la première ligne dans un contexte hors des grands centres urbains peut également en faire usage? Du côté de la valeur économique, on n'est pas, on quitte un peu la notion de coût-efficacité pour réfléchir plus en amont sur les décisions de design, de conception de l'innovation et les processus de production. Donc, on se demande, est-ce qu'on est allé chercher les solutions, les fonctions qui sont les plus utilisées par le plus grand nombre, puis les procédés de production, est-ce qu'on a voulu les optimiser pour finalement offrir plus de valeur à un plus grand nombre d'utilisateurs, donc dans des contextes qui s'y prêtent. On parle donc d'abordabilité et d'utilisabilité. Pour l'organisation, on regarde le modèle d'affaires. Un modèle d'affaires a toujours des tensions entre générer des profits, offrir un produit de qualité. Nous, on se demande si l'entreprise offre également plus de valeur à la société. Par exemple, embaucher des personnes avec des problèmes des difficultés particulières d'un point de vue de santé publique va avoir un effet bénéfique parce que c'est un déterminant de la santé que d'avoir accès à une source de revenus stable puis être intégré sur le plan économique. Enfin, on pose aussi la question de la valeur environnementale, puis peut-être vous allez me dire pourquoi. Puis la réponse toute simple, c'est on est en 2022, puis le système de santé a une empreinte carbone non négligeable, donc c'est important dès maintenant d'examiner cet aspect-là dans les produits et services en santé. Donc, les 9 attributs que je viens de décrire sont opérationnalisés à travers un outil qui évalue un degré de responsabilité. Donc, on a des échelles à 4 niveaux. Chaque niveau de l'échelle est bien décrit, mutuellement exclusif. Puis, ce que l'outil fait, c'est évaluer ce degré de responsabilité. Donc, pas nécessairement, on n'évalue pas un degré d'irresponsabilité. Je pourrais en revenir un peu plus loin. Donc, l'ancrage normatif de l'IRS est vraiment orienté vers les systèmes de santé sociaux dans le but de les rendre plus équitables et durables sur les plans économiques et environnementaux. Donc là, je viens de définir l'IRS, le Numéria. Le Numéria, c'est un terme qui vient de la demande de financement qui a mené à la création de l'Obvia. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce terme-là, c'est que ça vient nous rappeler comment l'IA ne peut pas exister sans le numérique, donc en fait partie. Cela étant dit, dans nos travaux, on distingue une solution fondée sur l'IA en la décrivant comme un système algorithmique qui va inférer des patterns, des relations, tirer des conclusions à partir de données sans nécessairement une programmation prédéterminée explicite. Donc, sur l'image ici, ce que vous voyez, c'est un senseur qui permet de générer un électrocardiogramme à partir des doigts d'une personne. Donc, ici, on a une solution fondée sur l'IA. Une solution numérique ferait référence à un système électronique qui combine à la fois hardware et software, donc équipement et logiciel, et qui s'appuie sur des données. Donc, par exemple, un système de réalité virtuelle pour faire interagir avec des avatars ou des environnements virtuels des personnes à des fins thérapeutiques serait une solution numérique en santé. Maintenant, pour clarifier un peu la position à partir de laquelle j'examine le Numéria, c'est beaucoup les travaux de Kate Crawford et sa phrase choc où elle nous rappelle que l'IA finalement n'est ni intelligente ni artificielle.
Puis, pourquoi pas intelligente? Ben, quand on s'ancre dans la littérature sur l'innovation, ce qu'on sait, c'est que l'innovation est toujours le résultat du travail, de la réflexion des humains. Donc, l'IA s'appuie sur nos savoirs, nos zones d'ignorance, nos présomptions normatives, nos préjugés. Puis, une fois que l'IA existe, c'est ce qui va nous pousser aussi à renforcer ou matérialiser encore davantage ses savoirs et ses préjugés. Donc, c'est la boucle de l'humain dans l'innovation qui est mise de l'avant. Pourquoi elle ne serait pas artificielle? Bien, parce que l'IA a des conséquences très tangibles sur l'univers, sur le monde dans lequel on vit, de l'extraction des terres rares qui sont requises pour des appareils électroniques jusqu'à l'enfouissement des déchets électroniques. On a une IA qui évolue dans une industrie extractiviste. Moi, ça m'a frappé de constater qu'il y a quelques années, Tesla était responsable de la moitié de la consommation planétaire de lithium. Puis vous savez que c'est un créneau qui est en croissance constante. L'empreinte carbone des infrastructures computationnelles est aussi importante. Elle a cru rapidement pour rejoindre celle de l'industrie de l'aviation. Donc, sur ces bases, ce que nous, on a mené, je vous fais grâce des détails méthodologiques, mais on a fait une recension de la littérature grise et des textes scientifiques où on visait d'abord à maintenir de la rigueur, donc avoir une imputabilité méthodologique, couvrir le numéria, donc pas uniquement l'IA, mais aussi l'ensemble des solutions numériques, et inclure dans notre recension des cadres et outils qui ne sont pas nécessairement simplement spécifiques à la santé. Donc, élargir un peu notre rayon d'action. Et ceci dans le but d'alimenter l'adaptation de l'outil IRS que j'ai présenté brièvement. Donc, notre corpus en ce moment est constitué de 56 documents. La forte majorité, c'est de la littérature grise qui est compatible avec l'idée que les outils appliqués sont davantage disponibles en littérature grise. Du côté de qui crée ces documents, on a un certain équilibre entre des activités économiques, le secteur économique, le privé, le secteur académique et du multisectoriel, une plus petite représentation des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Donc ici, je sais que c'est une diapo impossible à lire, mais de ces documents, on a extrait 44 principes. Donc, ici à gauche, ce sont les plus fréquents qui sont assez établis. La gestion des données, les principes d'assurance de qualité, le respect de la vie privée. On a également une place importante à l'agence humaine. Puis ce qui était un peu surprenant pour nous, c'est que les principes d'efficacité, est-ce que ça fait ce que c'est censé faire, puis les aspects environnementaux étaient beaucoup moins fréquents. Dans la diapo ici, vous avez les 56 documents distribués, puisque la diapo représente, c'est à l'extrême gauche, ce serait des documents plus copieux, c'est-à-dire qui peuvent être composés de entre 24 à 28 principes, puis à l'extrême droite, des documents qui tournent autour d'un nombre de principes plus limité. Donc, peut-être pour vous illustrer un peu à quoi peuvent ressembler ces documents, ce qu'on observe, c'est ce que signifie mettre en pratique, opérationnaliser, varie beaucoup. À gauche, vous avez un texte, la littérature académique de Nebecker, où on a une liste de contrôles, donc des principes éthiques, par exemple justice, avec des questions auxquelles réfléchir. Est-ce que l'échantillon est approprié? Donc ici, c'est une question ouverte sans nécessairement avoir des principes pour guider la réponse. Un document que j'aime bien, qui est du côté des plus copieux, c'est le guide d'approvisionnement qu'a développé le Royaume-Uni pour son système de santé. Donc ici, on a plusieurs étapes de l'identification du problème. Donc, on pose déjà la question de la pertinence jusqu'aux étapes d'implantation et d'évaluation. Puis, une des choses, entre autres, qu'on peut trouver dans un document comme ça, c'est aussi des nouveaux rôles. Donc, cette idée qu'on devrait se doter dans le NHS de Clinical Safety Officer, donc des gens qui seraient formés et qui recevraient une accréditation pour pouvoir appliquer des principes d'approvisionnement responsable. Donc,
Dans nos types d'outils, on les a classés de la façon suivante. Il y a des outils qui sont normatifs, dans le sens qu'ils disent quoi faire. Il y a des outils qui sont davantage réflexifs, un peu comme celui de Nebecker que j'ai soulevé, que j'ai présenté un peu plus tôt, qui représente 25 du corpus. Dans les faits, on a très peu d'outils qu'on qualifie d'opérationnels dans la mesure où ils nous disent étape par étape comment faire. Puis, on a des outils qui ont des visées mixtes, donc qui vont davantage combiner le normatif et le réflexif. Une chose qui était frappante, c'est que la majorité de ces outils-là ne s'appuient pas sur des méthodes décrites. Donc, 18 de ces documents le font, puis s'appuient principalement sur des mécanismes de consultation, mobilisation des parties prenantes. Ça va ici des experts aux membres du public. Puis aucune évaluation de la fiabilité ou de la validité de l'outil était présente, ce qui vient un peu nous conforter, là, dans le sens où ça fait partie de nos objectifs. Puis c'est une littérature qui bouge rapidement. Donc, maintenant qu'on a les 44 principes, comment on passe des principes à notre nouvel outil? On a fait à plusieurs têtes des exercices de définition des principes et d'appariement. Donc, on examine l'outil RS, on examine les principes, puis on prête attention à la fois à ceux qui sont les plus fréquents, donc autour desquels on peut imaginer qu'il y a un consensus qui émerge, mais aussi les moins fréquents, pour être sûr qu'on capte bien les pensées qui peuvent être divergentes. Donc, ce que ça nous mène à faire sur l'outil RS, c'est soit reformuler des composantes existantes ou encore en ajouter des nouvelles, puis en gardant en tête l'esprit, la cohérence de l'outil RS, qui est un outil qui cherche à être parcimonieux. Là, en ce moment, on a élaboré une version préliminaire de cet outil qui est soumis à un processus Delphi. Je vais y revenir. Donc, ici, la figure vous montre un peu les composantes principales de l'outil. D'abord, on a des prémices, parce que c'est important d'orienter la posture d'évaluation. Dans un premier temps, comme l'outil RS, on a des critères d'inclusion et d'exclusion pour sélectionner des innovations qu'on aimerait évaluer. Puis ici, ça se veut être plus rapide, c'est des questions oui-non, c'est des questions dichotomiques. Ensuite, on a une évaluation plus approfondie pour chacun des attributs de responsabilité. Puis c'est là où on utilise une échelle à 4 niveaux. Puis ultérieurement, il y aura une étape de notation parce que l'outil RS est fait pour établir un score qui va être interprété selon 4 intervalles, donc des intervalles qui reflètent les 4 niveaux de l'échelle, allant de peu de caractéristiques de responsabilité à plusieurs caractéristiques de responsabilité. Donc, pour vous donner un avant-goût des prémices qui clarifient la posture d'évaluation, dans un premier temps, la responsabilité est liée au contexte d'usage, donc là où sont situés les utilisateurs. La responsabilité vise, entre autres, à générer des avantages collectifs. Ici, c'est l'ancrage IRS. Ensuite, une chose qui commence à être très claire dans la littérature, c'est comment que le numérique est un super déterminant de la santé, donc qui agit en amont des autres déterminants connus de la santé pour accéder à de l'éducation, pour accéder à un logement, pour accéder à de la justice, etc. Le numérique devient un prérequis. Puis enfin, les solutions de type AI for Social Good méritent une évaluation en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre leurs responsabilités tout simplement dans leur désignation. Dans l'outil en développement, en ce moment, on a 3 critères d'inclusion. Est-ce qu'il s'agit d'une solution IA ou numérique, selon les définitions que j'ai présentées plus tôt? Est-ce qu'on agit sur au moins un déterminant de la santé? Puis est-ce qu'on a explicité la pertinence de transformer un soin ou service ou produit de façon numérique? Du côté des critères d'exclusion, on pense qu'il est préférable de porter l'évaluation au moment où les solutions ont atteint le stade de general availability parce qu'il y a une certaine cristallisation de certaines fonctionnalités. On a également un critère d'exclusion pour l'entreprise. Donc, si elle a enfreint des règles de responsabilité sociale corporative, droits humains, droits du travail, droits de l'environnement, on l'exclut de l'évaluation. Puis ensuite, on a quelques exigences minimales de responsabilité. Est-ce qu'elles ont été respectées? Pour en nommer une,
une solution qui induirait en erreur un utilisateur, c'est-à-dire un chatbot qui fait croire, un agent conversationnel qui fait croire qu'il y a une vraie personne, serait exclu à cette étape-ci. Donc, ici, la figure, ce qui est à droite de la figure, c'est les nouveaux attributs ou les attributs adaptés de l'outil que j'ai présenté brièvement plus tôt. Donc, on ajoute un attribut qui concerne l'agence humaine, on ajoute un attribut qui concerne l'interopérabilité, qui soit centré sur l'humain. Le principe de frugalité, on va le décliner du côté logiciel et du côté équipement pour mieux capter les enjeux. On ajoute un attribut de gouvernance des données au niveau des modèles d'affaires de la valeur organisationnelle. Puis pour l'éco-responsabilité, de la même façon qu'on le fait pour la frugalité, on vient séparer l'analyse logicielle de l'équipement. Puis là, ici, ce que je vous présente, là, ça va peut-être changer parce qu'on est en train de consulter des experts sur cet outil, mais je peux vous donner un exemple de où on est rendu. Donc, l'agence humaine, dans l'outil, il y a une définition qui va être peut-être un peu plus détaillée que ce que vous voyez sur la diapo, mais ça renvoie à la capacité des individus et des groupes à exercer leur autonomie lorsqu'une solution Numéria est utilisée. Puis là, désolé pour le texte qui est très dense, mais il faut être précis. Donc, pour soutenir cette capacité, une solution responsable devrait permettre, par exemple, de savoir quand une solution Numéria est utilisée, de bien comprendre la décision ou le conseil algorithmique, de savoir comment ou contester une telle décision, d'être en mesure aussi de s'engager dans sa propre ligne de conduite, sans pression indue, préjugés personnels ou professionnels. Donc, ici, ça suppose garder en tête le groupe professionnel dans lequel évolue l'utilisateur, d'être entendu, de faire protéger leurs droits en cas de divergence. Donc, un exemple d'un nouvel attribut. Puis, pour un exemple de reformulation d'un attribut existant, par exemple pour l'éco-responsabilité logicielle, ça renvoie à l'idée que la responsabilité peut être accrue en utilisant d'une part des sources d'énergie propres, en réduisant d'autre part la quantité d'énergie consommée pour entraîner, opérer une IA ou développer un logiciel. Donc ici, par exemple, des pratiques éco-responsables incluraient des techniques de programmation, de modélisation, de calcul qui vont réduire la quantité d'énergie, le temps requis, des CPU, des unités centrales de traitement éco-énergétique, éviter les sources d'énergie non renouvelables comme le pétrole, le gaz, le charbon, stocker nos données dans des centres de données ou des fermes de serveurs qui sont net zéro ou encore à rétroaction climatique positive. Donc, ça vous donne une petite idée de comment on avance. Il y a plusieurs défis, puis je ne vais pas en discuter aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de faire ça dans un autre moment. Mais un des défis, par exemple, qui s'est assez vite présenté, c'est qu'est-ce qui va être soumis à l'évaluation. Donc, l'outil doit capter quoi? Puis, on est arrivé à définir 2 conditions qui permettraient de décider si on inclut ou on exclut de l'évaluation les composantes. Donc, la première, c'est que la raison d'être est de soutenir la solution Numéria. Et la seconde, c'est que ça fait partie des exigences minimales pour que la solution fournisse son service. Ça va être plus clair avec un exemple. Celui que j'ai présenté plus tôt, si on s'attarde aux senseurs, donc qui sont requis là, pour que les doigts puissent générer un électrocardiogramme, sont considérés remplir ces 2 conditions. Donc, ils existent pour la solution IA et sans ce senseur-là, on ne peut pas faire un électrocardiogramme. Donc, le dispositif serait considéré comme faisant partie de l'évaluation. A contrario, le téléphone n'est pas la raison d'être de la solution IA, puis on pourrait utiliser une tablette ou un ordinateur, donc ça ne fait pas partie des exigences minimales pour fournir le service d'IA. Donc, où en sommes-nous en ce moment? Bien, on a démarré le Delphi le 8 avril, on l'a clos lundi dernier. Dans le Delphi, on sollicite 4 types d'expertise: sciences de la santé, informatique, sciences de l'information, ingénierie design, sciences sociales et humaines, puis aussi le secteur du droit, de la comptabilité, de la gestion qui est assez avancé sur les processus d'audit. On devrait
On vise 2 rondes, la deuxième ronde avant le début de l'été. Puis l'idée, c'est de générer un consensus parmi ces experts sur, un, l'importance, deux, la clarté de nos attributs, puis est-ce que les composantes de l'outil sont applicables. Évidemment, ils sont invités à suggérer des ajouts à cette étape-ci de nos réflexions. Donc maintenant, peut-être pour enchaîner vers la discussion dans le cadre du colloque, un outil d'évaluation, c'est une composante de la gouvernance. Nous, notre outil IRS, on l'a conçu pour faire une évaluation formelle, s'appuyant sur des données probantes. Il peut être évidemment utilisé comme un cahier de design ou un cahier des charges parce que l'outil, ces 4 niveaux sont bien définis, très tangibles. Donc, ça peut guider des décisions. Donc, ce qui est particulier dans le domaine de la santé, c'est qu'on a une responsabilité qui s'est largement institutionnalisée depuis à peu près 100 ans. La Food and Drug Agency existe à peu près depuis 100 ans. Ça reste imparfait, mais il y a des règles du jeu assez claires. On a également des corps professionnels avec des codes de déontologie, une imputabilité sur le plan juridique, puis on a une culture de données probantes assez répandue. Puis, évidemment, dans l'outil RS, si une innovation n'est ni efficace, et n'a ni de preuve d'innocuité, ça ne donne rien d'évaluer sa responsabilité, c'est-à-dire que c'est des conditions sine qua non à la responsabilité. Quand on compare à l'industrie du numéria qui s'est développée depuis 10, 15, 20 ans, ce qu'on a vu, c'est un peu un nouveau Far West avec des règles du jeu qui se construisent un peu au fur et à mesure, puis avec des grands joueurs de l'industrie qui sont devenus assez experts dans les stratégies d'évitement sur le plan réglementaire. C'est aussi un secteur où il n'y a pas de profession, puis où les données sont au cœur du modèle d'affaires, donc génèrent des revenus. Puis c'est donc une industrie qui a beaucoup de capacité à générer des investissements sur la base de son potentiel et des promesses et pas des preuves. Donc, on a un peu de chemin à faire. Puis ce qui me semble important à cette étape-ci, c'est de reconnaître que l'innovation est foncièrement politique. Donc, ici, c'est Kate Crawford qui nous rappelle, peut-être pour comprendre les enjeux, on doit peut-être se concentrer un peu moins sur l'éthique et davantage sur les relations de pouvoir. Autrement dit, entre les principes et l'action, il y aura un ensemble de pressions qui sont importantes à saisir. Puis pour moi, ce qui me frappe quand je remets l'IA dans le contexte numérique plus large, c'est que si on veut rendre ces solutions-là réellement responsables, c'est l'ensemble de l'écosystème qu'il va falloir transformer. J'aime bien citer en exemple Fairphone, une entreprise néerlandaise qui s'est donnée comme mission de rendre l'exploitation des matières premières et les chaînes d'approvisionnement plus équitables et durables. Donc, c'est une entreprise qui a intégré dans son modèle d'affaires des principes d'éco-design. Le téléphone est réparable, le téléphone est durable. Ils ont également intégré dans leur choix des fournisseurs pour l'ensemble des composantes requises, des règles en matière de droits humains, droits du travail. Vous devez savoir qu'un ensemble de minerais sont situés dans des zones de conflit. Donc, ça, c'est mettre de la pression pour que les fournisseurs respectent un ensemble de conditions. Puis, ça reflète bien la demande des consommateurs pour des téléphones responsables. Et je suis toujours déçue de dire qu'il n'est pas disponible au Canada, ce téléphone. Donc, j'espère vous avoir souligné l'idée qu'il y a beaucoup de principes pour rendre l'IA responsable, mais il y a encore peu d'outils rigoureux qui sont disponibles. À terme, c'est ce qu'on cherche à faire. De façon plus globale, entre l'évaluation et la gouvernance, on a un peu de chemin à faire parce que pour générer des solutions qui soient réellement responsables, l'industrie du numéria devrait selon moi, se départir du modèle économique extractiviste, qui est en fait à la source des défis du 21e siècle, autour desquels on essaie de travailler puis d'apporter des solutions. Donc, toute l'équipe Pinifieri vous remercie de votre attention, puis fera plaisir de poursuivre la discussion avec vous.